Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture avec une lecture pour laquelle vous m'avez envoyé beaucoup de messages. Je vois que ça vous a un petit peu intrigué dans tout ça, donc on va avoir de la littérature française de fantasy avec de la légende arthurienne. On va avoir un classique de la littérature et une nouveauté à vous présenter et on va commencer tout de suite. Freya est déjà en train de sauter sur la porte, donc vous allez entendre des bruits de chats qui essayent de se prendre pour la bac et de rentrer dans la maison. Je voulais simplement vous rappeler qu'au mois de février, les 3 Nantes seront donc à 3 endroits différents. Premier week-end de février, on est à Yggdrasil à Lyon. Deuxième week-end, Normania à Rouen. Et troisième week-end, on sera donc à Atrébatia à Arras. Mais vous avez comme d'habitude toutes les informations sur Instagram, que ce soit l'Instagram de l'entreprise des 3 Nantes ou mon Instagram pour la chaîne YouTube. Je vais vous présenter un peu ma déception, même s'il y en a deux en vérité dans cette bête lecture. La première lecture que j'ai à vous présenter, c'est Entre ciel et terre de Rebecca Roanne-Horst. J'ai vu, je suis tombée sur Instagram sur des gens qui avaient beaucoup aimé ce livre, ce qui n'est pas mon cas, je dois vous le dire déjà. On est sur une histoire assez simpliste d'un jeune homme qui a pas la vie facile, alors ça c'est le cas de le dire. Sa mère était légèrement malade, ce qui fait que elle a des croyances particulières qui l'ont poussée notamment à rendre son fils aveugle et à lui faire du mal sous plein de formes différentes et à lui dire qu'il est le dieu de l'endroit où elle a grandi pendant toutes ces années. Et sa mère va mourir dans des circonstances un petit peu étranges et il va suivre tout un apprentissage jusqu'au moment où il va partir pour cette terre où il va essayer de devenir un dieu. C'est un tome un peu boogie booga, c'est-à-dire qu'il y a deux trames narratives. Il y a une trame où on suit la jeunesse du jeune homme, où on apprend comment il est devenu voilà, ainsi, son pouvoir avec les corbeaux, machin. Très classique en soi, pas très révolutionnaire et un peu cliché même. On est en parallèle, donc plutôt le présent, avec son point de vue à lui, de mec aveugle qui se retrouve un peu, je dois accomplir ma destinée. Le point de vue de sa navigatrice, donc je dis ça parce que c'est la nana avec son équipage qui est chargée de l'envoyer dans ce pays en un très court temps et c'est quasiment impossible, mais elle est un peu particulière. C'est une sorte de sirène, si on peut dire un petit peu ça dans ce monde-ci. Elle a une capacité à contrôler les océans et on a ensuite le dernier point de vue dans la cité où ils doivent se rendre d'une femme qui a beaucoup de pouvoir et donc un peu tous les groupuscules qui se font la guerre. Voilà, il y a des meurtres, il y a plein de choses comme ça. Bref, un joli chaos en perspective. C'est un tome qui ne m'a pas poussé déjà à continuer la série, je dois vous le dire, parce que j'ai trouvé ça très cliché et pas du tout novateur, à part la diversité. En fait c'est un texte qui est très engagé sur les questions de diversité, notamment les questions de diversité de genre. On a des personnages qui sont qualifiés avec le pronom yel ou elle, on a beaucoup de diversité sexuelle, on n'a pas du tout que des personnages hétérosexuels, donc ça je pense que le livre est à souligner et positif pour ça parce que ça change. En imaginaire on est toujours un petit peu en retard, voilà, surtout en France, mais ce point de vue là va pas du tout cacher les défauts du livre. C'est pas parce qu'on met de la diversité que ça fait un bon roman, et ça en est totalement le bon exemple. C'est-à-dire que, sincèrement, j'avais l'impression d'avoir lu cette histoire 15 fois, à part le truc des dieux, et encore, c'est déjà présent en fantasy, c'est un trope quand même qui n'est pas quelque chose de novateur. Les personnages sont pas du tout creusés et sont même très clichés et mal écrits, dans le sens que, là par exemple, la navigatrice, ils ont clairement mis le personnage typique du marin bourré séducteur du Jack Sparrow, voilà, si on peut dire, mais avec une femme qui aime les femmes. Voilà, et qui aime aussi les hommes, voilà. Donc, je veux dire, à part la question de diversité, le changement de sexe, il n'y a rien de novateur ou de pertinent, contrairement à ce que je dirais avec Morgane Pendragon plus tard. C'est un petit peu religieux, qui est assez sympa à suivre. Je veux dire, le seul intérêt que j'ai eu, c'est vraiment l'intérêt dans la cité avec la politique, et même là, c'est pas très complexe, on a beaucoup de personnages, c'est beaucoup de personnages aussi, il y a un côté romantique dans le texte qui est assez présent, assez lourd, et je suis en mode, en fait c'est un premier tome, c'est intéressant de mettre les enjeux amoureux et tout, mais faudrait peut-être me développer l'univers, faudrait peut-être pousser un peu la narration, parce que le point de vue du mec corbeau, c'est juste la traverse en bateau, hein. Le bouquin, il fait 360 pages, bon après c'est les éditions Bragelonne et c'est toujours écrit gros et tout,
mais pour lui il n'y a pas grand chose qui se passe. La navigatrice, il y a 2-3 éléments un peu intéressants sur son personnage à elle, mais en clair c'est une sirène, hein. Voilà, c'est vraiment empreint de ça, il y a rien de, à part changer le nom et 2-3 trucs, il y a rien de novateur. Et même au niveau des costumes, au début on te vend une cité bah voilà, qui a l'air intéressante, avec différentes factions qui gèrent, il y a des coups bas et tout ça. Il y a ces corbeaux, voilà, cette espèce de secte qui a été chassée pendant des années auparavant, et tout est pas assez creusé. Alors je pense qu'ils vont développer ça plus après, mais sincèrement, en ouvrage de fantasy adulte, parce que c'est publié chez Brajlon, c'est pas du tout assez creusé. Plus penser à un ouvrage de young adulte par ses thématiques, voilà, la construction, l'évolution des personnages, mais avec le côté trop violent, genre arracher les yeux et tout ça, qui est pas trop abordable pour peut-être un lectorat qui a 15 ans. C'est juste ça, voilà, c'est juste ça, mais voici le bon exemple, comme je vous le disais, d'un livre qui a des bonnes intentions, de mettre de la diversité dans son histoire, mais qui ne suit pas du tout au niveau des personnages et au niveau de l'intrigue. J'ai vraiment fini ce livre pour vous le présenter, parce que passer les 100 premières pages, non 100 premières pages, je savais que ça allait pas le faire, parce que la plume en plus est assez pauvre. Alors ça peut être aussi un souci de traduction, hein, voilà, parce que dès qu'on traduit de l'américain, forcément on peut pas s'attendre à une plume exceptionnelle, mais surtout il y a beaucoup de répétitions. Voilà, c'est la syntaxe, c'est pas du Molière, hein, on est loin de ça, et bon, c'est pas non plus la volonté du bouquin. Si vous voulez un livre qui vous prend pas la tête, si vous en avez rien à faire de lire un peu toujours la même chose en imaginaire, ça peut vous plaire, mais pas été conquise, et pas été donc plus conquise par le travail de couverture et par la nouvelle charte graphique de Brajlon, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Voilà, les dos bleus comme ça pour le leader de l'imaginaire en France, je trouve que ça fait un peu flemmard. On a quand même été habitué à mieux auparavant, donc c'est un petit peu dommage. Je sais qu'il y a des contraintes de coût, mais bon, voilà, mais l'histoire m'a pas du tout emballée. Je sais que ça a emballé certaines personnes, je pense sincèrement que j'étais pas la cible. Voilà, je pense que c'est vraiment adressé même à des gens qui débutent l'imaginaire, qui, je veux dire, un lecteur qu'on se considère gros lecteur d'imaginaire va sans doute s'ennuyer et trouver ça redondant. Un lecteur qui commence voilà, l'imaginaire, qui est un peu intrigué par cette ambiance sectaire, voilà, parce que c'est un des seuls thèmes qui est assez pertinent dans le texte, et moi c'est un thème qui m'intéresse en littérature. Toujours intéressant d'étudier, voilà, ces groupements-là. Mais ouais, beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses, une construction assez simpliste. Voilà, moi je vous dis, c'est la diversité et voilà, certains sentiments des personnages, mais je peux pas vous dire grand chose de bien, parce que même en termes de world building, les créatures c'est des gros corbeaux qui chevauchent. Bon, c'est pas non plus une créature inventée de toutes pièces, donc ouais, c'est plus un texte que j'aurais vu sans être blâmable, hein, parce qu'à chaque fois, je vous le dis, c'est pas une critique du young adulte, mais en termes de travail sur l'univers et tout, je trouve que ça a vraiment plus sa place, et il y a beaucoup de choses qui m'ont pensé au young adulte dans le texte. Voilà, la violence, voilà, du début et peut-être de la suite de la série apportera ça. Après, on est aussi sur un thème qui est assez sympa au niveau de la diversité ethnique, parce que les pays, alors il y a tout un truc du genre, il y a des pays qui sont très homophobes, bon, il y a une dénonciation de ça, je vous le dis, au niveau de la diversité c'est réussi. C'est le pays où ils vont, moi je l'ai pas du tout imaginé comme un pays eurocentré, plus une image j'allais dire du Moyen-Orient, voilà, mais c'est peut-être moi qui j'ai tendance à imaginer beaucoup le Moyen-Orient dans mes lectures, mais j'étais plus sur cette ambiance-là, voilà, avec ces constructions, même au niveau des costumes, mais rien de très saisissant à mon goût. Je vais vous présenter une très bonne lecture ensuite, voilà, donc c'est pas un secret, j'aime beaucoup déjà l'auteur que je vais vous présenter, j'ai déjà lu 2 livres de lui, donc je partais un petit peu en mode accompagne-moi, parce que je savais que au niveau de la plume il n'y allait pas avoir de problème déjà, et que j'avais assez confiance. J'ai bien aimé cette lecture, alors c'est pas mon coup de cœur de l'année, mais j'étais très surprise parce que je me suis pas renseignée plus que ça, je savais juste que c'était une réécriture de la légende arthurienne, mais j'ai pas été chercher de quoi ça parlait forcément et tout. Et j'ai été surprise par le texte, parce que pour des amateurs de la légende arthurienne, c'est assez frais, et t'as pas l'impression d'avoir relu qu'un soit la même chose. Pour avoir lu des nouvelles réécritures qui sont faites actuellement, y a le parti pris que ce livre m'a fait presque apprécier Guenièvre, c'est dire, mais j'ai trouvé ça
assez rafraîchissant. Alors c'est aussi très engagé, ça va pas plaire du tout à tout le monde, je vous le dis tout de suite, mais on va en parler. Morgane Pendragon, qui est publié chez Albin Michel Imaginaire, donc c'est le texte précédent et celui-ci m'ont été envoyés par les éditeurs. Et on est sur une histoire assez simple dans son pitch. Imaginez la légende arthurienne où ce n'est pas Arthur qui a sorti Excalibur de son petit rocher, mais c'est Morgane, et que Arthur et Morgane sont, comme dans bon nombre de légendes, amants déjà à cette période, et on a Merlin, on a tous les personnages assez... on va dire importants, et d'autres personnages plus insoupçonnés et qui m'ont fait hyper comme la fan de médiéval que je suis. Je me suis pris à dire ouais dans ma lecture en mode ouais, il y a de la représentation de personnages que j'aime bien. Oh, je me perds déjà dès le début. Donc ça a été une bonne lecture, franchement ça a été une très bonne découverte. Donc on est sur un texte à double point de vue, on a le point de vue de Morgane et on a le point de vue d'Arthur sur la situation, et c'est ce qui est pour moi un des points le plus importants, parce que oubliez les modèles d'Arthur et Morgane que vous avez l'habitude voilà, de lire, oubliez de toute façon toute l'habitude de ce que vous avez l'habitude de lire sur la légende arthurienne, c'est-à-dire que dans ce texte, il n'y a pas d'homophobie, les femmes peuvent être chevalières, il y a beaucoup de personnages qui changent de genre dans le texte, voilà, ce qui a été déjà présent, c'est quelque chose qui est déjà arrivé, mais là vraiment c'est extrêmement bouleversé. Si je ne dis pas de bêtises, Perceval est une femme dans le texte, voilà. Donc on a tous les personnages. On voit vraiment que Jean Randasacoro, il a fait ses petites recherches, hein. On est de Galahad, voilà, des personnages un peu moins connus. On va parler de la quête du Graal qui est transformée aussi. En fait, tout ce texte offre une transformation de la légende arthurienne. Il n'est pas du tout là pour vous dire voilà, c'est la légende et tout. C'est une réécriture très librement inspirée, mais qui a vraiment des chants présents où bah, voilà, c'est des choses qui sont inspirées d'autres textes. J'ai fait une encoche parce qu'il y a un moment, bah, j'ai fait 2 encoches en fait, je me rends compte. Pourquoi j'en ai fait? Oui, j'ai fait une encoche parce qu'il y a un moment, il y a une référence au Seigneur des Anneaux. Je vous lis juste le chant qui est dit 10 anneaux pour les épées, 1 anneau pour la couronne sur son trône, une table ronde pour les rassembler et dans sa lumière les lier au royaume de l'ogre où s'étend l'ombre de la dragonne. Il y a beaucoup de liens avec ce qu'on retrouve. Et pourquoi j'ai mis une petite encoche ici? Ah oui, c'est oui parce qu'il y a mon personnage... cœur sur cœur, voilà. Peut-être que j'en parle tout de suite, comme ça on a fini avec les petites encoches. Beaucoup de personnages médiévaux qu'on retrouve, notamment on a le personnage de Bisclaveret. Alors vous allez dire qu'est-ce que j'ai avec Bisclaveret? J'ai une histoire avec Bisclaveret. Bisclaveret, alors pour ceux qui font de littérature médiévale, malheur sur vous, non je rigole, mais vous êtes passé à côté de quelque chose, parce que c'est quand même très intéressant. Bisclaveret c'est une figure médiévale assez importante, et notamment qui était contée à l'époque, et qui est présent dans les Laits de Marie de France, que j'ai chez la Pléiade et dont je vais lire l'entièreté cette année et vous le présenter. Les Laits de Marie de France, c'est donc un regroupement d'histoires voilà, du médiéval qui était un petit peu transmise à l'oral. Et Bisclaveret, c'est l'histoire d'un homme qui est une sorte de loup-garou et qui a massacré des gens qu'il aimait et tout ça. Donc voir le petit Bisclaveret ici, je me suis dit, ça m'a fait du bien à mon petit cœur littéraire. On va pas se le cacher. Aussi beaucoup apprécié, il y a Tristan et Iseux, en fait il y a beaucoup de références, beaucoup de réinterprétations des mythes de base. Voilà, quand on connaît la légende arthurienne, ce qui est bien avec ce texte, c'est qu'on va apprécier parce qu'il y a plein de réinterprétations, et pour le novice, c'est une histoire hyper intéressante, et il va découvrir plein de personnages, et il va pouvoir faire ses recherches après. Bref, c'est adressé un peu à tous les publics. Comme je vous dis, c'est un texte qui est très engagé. Alors ça, moi, c'est un point très positif pour moi. Ça peut décontenancer un peu, je pense, le lecteur qui est vraiment un fan de la légende arthurienne. Je vois déjà le médiéviste, le mec du genre non, Arthur c'est comme ça, et imaginer Guenièvre reine, déjà c'est quelque chose, mais surtout imaginer des chevalières, et surtout je vais pas vous spoiler, mais il y a des mariages entre femmes notamment dans le texte. Il y a de la liberté au lait, dans le sens que Morgane autorise un autre personnage à avoir une relation avec un autre, et elle a une relation ouverte avec Arthur, et ça se sait autour de la table ronde. Il y a un peu de politique, voilà, qui est assez intéressante et assez stratégique, beaucoup de guerres, beaucoup de références à des moments qui sont présents déjà dans
surtout la compilation de la légende arthurienne. On a mon thème préféré de la légende arthurienne, les religions païennes et l'arrivée du christianisme. Il y a eu un choix, alors c'est pas concordant normalement, mais il y a eu un choix qui a été fait de parler de ça dans l'histoire. Morgane est accompagnée dans sa représentation des religions, on va dire, païennes, et ce n'est pas Guenièvre qui est vraiment la représentation du christianisme ici. C'est un peu différent, le christianisme va être vraiment, on va dire, l'antagoniste du récit. Voilà, on va parler de la faillerie un petit peu, mais c'est assez chouette. Moi, c'est un thème que j'aime beaucoup. C'était hyper rafraîchissant. C'est pour ça que je l'ai dévoré, le livre, parce que je trouvais ça très très chouette. Après, c'est une réécriture, donc on sait un petit peu comment ça va se finir, dans le sens que tu sais que la légende arthurienne ça se finit mal, donc faut pas chercher un happy end à l'histoire, mais la fin est très très belle. Il y a aussi beaucoup de questions sur l'amour, l'amitié, la trahison, le fait de se retrouver à choisir entre ce qu'on voudrait et ce qu'on doit faire. Voilà, c'est un truc qui est assez présent dans le texte et que j'ai beaucoup aimé voilà, dans tout ça. On voit que c'est une déclaration d'amour, je pense, à la légende arthurienne, avec une modernisation du texte où je trouve ça hyper positif pour notamment les jeunes filles qui vont lire ça en se disant « Ah bah mon dieu, enfin on va pouvoir être chevalière et pas rester à attendre d'être mariée pendant tout le texte. » Donc voilà, ça c'est vraiment une réécriture pour le coup, et la plume de Jean-Laurent Del Sacoro est toujours très fluide, très belle, voilà, c'est quelque chose. Après, il faut aussi donner aussi des petits appuis négatifs, hein. Vous savez, moi je fais toujours pas dans la dentelle, hein. Mais je dois dire qu'il y a un truc qui m'a marqué dans le texte. Il y a beaucoup de politique. Alors moi j'aime bien, je me mets aussi à la place du lecteur, on va dire lecteur, et c'est vrai que vous allez pas avoir beaucoup de failleries, ou voilà, ce qu'on pourrait penser avec Morgane, c'est plus sur l'organisation de royaume, avec beaucoup de batailles, beaucoup de personnages aussi, ça c'est à noter. Et surtout, les relations entre les personnages peuvent être un petit peu froides. Morgane est assez froide dans le texte, même si elle a de l'amour pour Arthur et tout, on a du mal à avoir les sentiments entre les personnages. Je trouve qu'il y avait une espèce de barrière de froideur, où on se disait, bon, si je connaissais pas la légende arthurienne, est-ce que j'aurais autant d'amour pour les personnages? Voilà, il y a une espèce d'écartement qui est fait. C'est aussi un texte, je pense, qui a voulu dire beaucoup de choses en peu de pages. Balayer toute la légende arthurienne, donc je vous dis, de l'extraction d'Excalibur jusqu'à l'intervention de Mordred et Avalon, même pas 400 pages, ça donne un effet de précipitation. Il y a des chapitres qui font vraiment très précipité, notamment tout ce qui est quête du Graal et tout. J'ai trouvé que voilà, on avançait très vite, on n'allait pas assez dans les détails, après c'est mon goût à moi. Guenièvre, alors on doit parler de Guenièvre, parce que Guenièvre, je déteste Guenièvre, c'est un truc, j'ai toujours eu du mal avec ce personnage. Et alors c'est pas ma meilleure pote, mais est plutôt intéressante dans celui-ci, elle change un peu, voilà, ça change un petit peu de tout ça. Il y a des morts, il y a de l'épique, il y a un peu de magie, mais tout est par grains, parce que le texte est assez court en fait pour toute la légende, voilà. C'est un petit peu ça, je pense que c'est un texte qui aurait mérité sincèrement peut-être une trilogie, voilà, pour bien tout développer et tout ça, mais l'avantage de ce texte, c'est que pour les amateurs, il y a beaucoup de références, c'est une vraie réécriture, vous n'avez pas lu ce truc-là 36 fois. J'ai lu quand même pas mal de textes et de réécritures sur la légende arthurienne, c'est novateur et c'est un vrai souffle d'air frais là-dessus. Et en même temps, pour les gens qui commencent, bah c'est assez simple à lire, c'est fluide. Ça a un effet aussi, on a envie de savoir la suite. Après, c'est pas un récit qui est palpitant, ça c'est aussi à le noter. C'est pas un récit où il va y avoir de l'action à l'américaine. Il y a beaucoup de phases de politique, de table ronde, de négociation, beaucoup de phases où les personnages se rendent à un endroit, ils ont une petite discussion entre eux, voilà. Comme il y a beaucoup de personnages, c'est un long moment, voilà, dans le temps. Tout est assez rapide et en même temps, rien n'est... C'est pas un roman qui est d'une épique à souhait, voilà, il y a des moments épiques, mais sachez que ça va pas être à toutes les pages. Bref, une très très belle découverte, je suis très contente, et je suis contente que Morgane soit mis en avant comme ceci, parce que bon, Morgane, notamment par la religion chrétienne, a été très diabolisée, hein, voilà, oh mon dieu, voilà, et on a eu même eu des interprétations incestueuses, voilà, avec Arthur et tout ça, mais là on a un vrai portrait de femme dirigeante, et c'est chouette en fait, parce qu'en fantasy, je dois faire un point aussi là-dessus,
on est très en retard en France. Il y a encore énormément de récits sexistes qui sortent ou qui sont sortis ces dernières dizaines d'années. Il y a encore beaucoup d'auteurs qui ont des propos parfois dans leurs récits qui sont quand même assez problématiques vis-à-vis des femmes ou même vis-à-vis des diversités. Et c'est la preuve qu'on peut faire un bon livre d'imaginaire inspiré d'historique sans être un gros homophobe ou sexiste. Voilà, ou sans avoir des scènes d'agression aussi. On peut avoir ce mélange-ci, c'est réussi. Le personnage de Merlin, je vous en ai pas parlé, mais il y a vraiment des très belles réinterprétations dans le texte. On peut être surpris à plusieurs endroits. C'est des réécritures qui sont pas nouvelles parce que ça a déjà été un peu pris comme parti pris, mais j'ai trouvé ça intéressant d'avoir ce point de vue-là, quoi. Et voilà, c'est un texte qui va parler de manipulation, de fraternité, de guerre, d'amour et de religion aussi, donc vraiment c'est quelque chose que je vous conseille parce que dans le paysage français, il y a peu d'hommes qui écrivent aussi bien les personnages féminins qu'avec Stéphane Plateau, Jean-Laurent Del Socorro. Il a ce truc comme ça, mais ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien en tant que lectrice de pas avoir forcément des personnages féminins qui restent cloîtrés dans leur tour à attendre d'être prises le jour de leur mariage sans forcément consentement, tu vois. Donc là, j'étais contente. Ça a été un très très bon roman et je vous le conseille. Testez. C'est particulier, comme je vous dis, c'est particulier dans la façon de la narration et c'est particulier en fonction de la réécriture. Voilà, c'est très engagé et tout ça, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, et enfin, petit classique, alors là, autre salle, autre ambiance, hein. On est sur le Robert Chambers, donc j'ai lu Le Roi en jaune, donc j'ai lu l'ensemble des nouvelles. Roi en jaune que j'avais perdu dans ma voiture. J'ai lu le début et j'avais perdu ce livre, j'ai retourné ma maison et en fait il était glissé sous un de mes sièges, donc j'étais en mode bon. Si on doit parler déjà au niveau éditorial, c'est une très belle édition, donc c'est chez Calidor, donc comme ceci. C'est malheureusement pas imprimé en France, hein, que j'ai pas regardé ceux d'avant, mais pour les beaux livres, je regarde toujours parce que j'ai toujours l'espoir que les éditeurs fassent un effort de soutenir, on va dire, l'impression française. Mais bon, tout coûte cher en ce moment. Donc très très beau livre avec le choix d'illustration et de mise en page en jaune. Alors le jaune est la couleur que je déteste le plus au monde. Donc ça ne me parle pas forcément, mais voilà, il y a un souci de mise en page. Petit problème déjà dès la mise en page, ce recueil il est assez bizarre dans son choix éditorial. On en avait parlé avec le libraire auprès duquel je l'ai acheté. Le Roi en jaune, donc c'est une figure très marquante de l'imaginaire. Chambers est très connu pour ses écrits d'imaginaire, mais il n'a pas du tout écrit que ça. Il a écrit de la romance, il a écrit un peu de tout, il a écrit ce qu'il faisait vendre, hein, voilà. Et c'est ce que je reproche un peu Lovecraft. Mais donc on a une partie, on va dire les 4 ou 5 premières nouvelles qui ont cette apparition de cette sorte de créature qui rend fou les gens qui le croisent. Et ensuite, on a des nouvelles où là on sait pas d'où elle sort. Franchement, c'est il y a du contemporain, il y a du truc un peu romantique, il y a de la réécriture un peu. À un moment, il y a un truc un peu médiéval avec une histoire d'amour. Ça fait 3 semaines que je l'ai lu, un truc comme ça. Je me souviens même plus des nouvelles de fin. Je sais que je me suis forcée à les lire, mais j'ai trouvé ça assez ennuyant. Voilà, j'ai pas en fait, il n'y a pas de cohérence dans le récit. Surtout que tu vas avoir des illustrations. Alors attendez que je vous prends un exemple assez parlant. C'est pour ça qu'au niveau éditorial, il n'y a pas trop de sens. On va avoir des illustrations comme ceci, mais après, tu n'as aucun lien avec la nouvelle qui suit. Donc c'est bizarrement fait, t'as l'impression que c'est un peu du genre on vous a mis des trucs en plus parce que ça ferait léger en fait. Je sais pas, moi ça ferait ça par exemple de Roi en jaune et puis ça du reste. C'est pour ça qu'au niveau éditorial, moi ça me fait tiquer. Après la mise en page est très belle, le papier est agréable, voilà, l'illustrateur c'est joli, mais il y a un choix éditorial qui est bizarre parce que les amateurs de fantasy, ils achètent pour lire le Roi en jaune. Le reste, franchement, c'est même pas super bien écrit à mon sens. Alors, on va plutôt axer sur le Roi en jaune. Je vais pas parler du reste. Alors, ce livre, ça a quand même été un peu une déception. Je m'étais donné trop d'attentes vis-à-vis de Chambers parce que Lovecraft aimait beaucoup et que l'univers Lovecraftien est tellement particulier, tellement riche au niveau de ses créatures que je me suis dit ça va être hyper intéressant. C'est des nouvelles qui sont un petit peu angoissantes, si on peut dire ça, où à chaque fois on va avoir un personnage qui va se reconfronter par un biais ou par un autre
au roi en jaune, qui est soit parfois une sorte de texte et tout ça, et qui va se retrouver plongé dans la folie et commettre des choses qui sont un peu particulières. Chambers a été reconnu aussi parce que il a vécu à Paris, il me semble, donc les lieux, quand ça se passe à Paris et tout, il y a le nom des rues, voilà, il y a des descriptions, alors ils font tout un truc sur son pouvoir de la description et tout ça. Moi j'ai pas trouvé non plus la plume hyper sympathique. Alors elle est belle parce que c'est une vieille plume, donc c'est bien écrit, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait un truc particulier dans la description ou même dans la construction de ces nouvelles. Je pense que c'était très très moderne pour l'époque, c'est pour ça que ça a autant marqué, parce qu'il y a peu des auteurs qui avaient ce souci du frisson, ce souci de l'écriture fantastique un petit peu horrifique, mais de notre époque à nous, Lovecraft, Poe et tout ça, ça relève tellement le niveau que ça paraît un petit peu fade à côté. Et comme Lovecraft, c'est-à-dire que ce sont des créatures qu'on ne voit pas. C'est le mythe de l'indicible, donc c'est faire peur en étant dans la tête du personnage et en vivant ses psychoses et en même temps en voyant pas la créature en soi, mais c'est toujours voilà, des nouvelles qui sont construites sur la même chose. On voit déjà que Chambers, il y a un petit peu de romance et tout dans certains de ses textes, ce qui n'est pas le cas chez Lovecraft, c'est plus rare quand même. Je l'ai lu au début du mois de décembre, hein, là on est quand même mi-janvier. C'était sur la sculpture, on va avoir quelque chose de lié un peu plus à l'église. Il y a des personnages qui tombent vraiment dans la folie à la fin, qui ont des actes un petit peu désespérés. Ça m'a pas marqué, comme je vous dis, un mois et demi après, je m'en souviens d'à peine la moitié des nouvelles, le style m'a pas marqué, je suis la première déçue en fait de ça, voilà, vraiment je suis la première déçue parce que j'avais vraiment envie d'aimer. Je pense que le fait ensuite d'avoir ces nouvelles qui sont pas du tout intéressante et pas marquante et même pas intéressante pour le public auquel ça s'adresse, hein. Calidor, c'est une maison d'édition d'imaginaire, donc je vois pas Jean-Michel j'aime Tolkien ou La Roue du Temps se taper des nouvelles qui n'ont rien à voir et qui sont pas forcément très intéressantes. Le côté c'est que c'est une très belle édition, je vois un petit peu ce qui a inspiré Lovecraft, voilà, mais je m'attendais à plus. En plus l'édition a une biographie au début qui est assez pertinente parce que Chambers c'était vraiment un auteur assez connu de son époque, hein, donc voilà, on a ce travail éditorial qui est assez intéressant, mais je pense que je suis passée à côté. J'ai lu un autre livre de Calidor que je vais vous présenter prochainement, où pareil, je suis pas emportée. J'ai peur en fait parce que j'avais pour volonté de lire vraiment les classiques avant Tolkien et tout. Tant grosse lectrice d'imaginaire selon, voilà, maintenant je crois que c'est à partir de 30 bouquins que t'es gros lecteur d'imaginaire. C'est tellement simpliste dans les narrations et tout, c'est tellement... ça a parfois mal vieilli aussi, que ça me plaît pas trop. Le Serpent de Roboros, quand je vous parlerai, il y aura plus de choses à dire dessus, parce que c'est un plus gros roman et tout ça, mais je réessayerai, voilà, un autre texte, mais peut-être que je suis pas du tout la cible de ça, voilà, peut-être que j'ai trop d'attentes, peut-être que je suis plus du tout je suis une lectrice qui a besoin d'univers qui soit un peu plus fouillé ou travaillé ou plus moderne, c'est possible, mais là ça ne l'a pas fait, et c'est vrai que malheureusement les gens avec qui j'ai parlé de ce texte, je connais pas beaucoup de gens qui ont été convaincus par celui-ci, mais au moins j'aurais lu Chambers et je me serais fait un avis dessus et j'aurais un peu grandi ma culture générale autour de Lovecraft et de ses auteurs qui ont été son inspiration, mais malheureusement ça ne l'a pas fait. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez lu ces livres, s'il y a un de ces livres qui vous tente et tout ça, et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.